Du coup, si je mets mon café devant le micro, ça marche moins bien le micro. Il n'y a pas assez de thérapie dans mon café, il y a que de la caféine, donc on va mettre un petit peu de thérapie. Hein. Alors on s'est mis au déco Halloween direct, 1er octobre, moi j'attends pas, hein, évidemment. Alors je suis un peu en dépression, parce que j'ai acheté un t-shirt qu'on voit pas. J'ai même fait les ongles Zama qui vont avec et tout, donc merci François de l'Institut Ménassa. Franchement, faut aller voir François, c'est un tueur, il fait des bêtes de trucs. François, un ongliste, prothésiste ongulaire, mais j'aime bien dire ongliste. Je suis pas bien aujourd'hui. Hier, avec Justin, on était en train de jouer à la play, et j'étais pas bien. Je me suis mise à pleurer, il me dit qu'est-ce que t'as? Je dis je sais pas. Donc, et puis après, une fois que c'était sorti, ça allait beaucoup mieux. J'ai joué à The Last of Us, et puis voilà. En plus, pour couronner le tout, donc le soir, j'apprends que Dumbledore est décédé. Enfin, ma journée était déjà assez mauvaise comme ça, donc la mort de Dumbledore m'a vraiment secouée. Donc je sais pas pour vous, et je sais pas si tout le monde le savait, mais Dumbledore est mort. Tu es déprimé et tu joues à The Last of Us. Ça me remonte le moral, parce que je me dis, Inch'Allah, peut-être un jour il y aura une apocalypse zombie et je serai tranquille, je pourrai errer dans les rues de quelle ville je veux, il y aura son père, à part des petits zombies à éclater vite fait, des êtres humains pas très sympas, voilà, je passerai mon chemin. Ça serait bien une petite apocalypse, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on est prêt. Alors, pour cette session, j'ai pas lu ce que Stig m'a envoyé. Donc c'est Stig qui m'a concocté notre stream du jour. C'est parti. La Sûreté du Québec, SQ, et le service de police de la ville de Québec ont effectué des analyses approfondies là où a été localisée la victime d'un meurtre sordide dimanche à Québec. Une émondeuse a été récupérée à titre d'élément de preuve. Je ne sais pas ce que c'est une émondeuse. La scène de crime a été passée au peigne fin par les enquêteurs et l'identité judiciaire pendant une bonne partie de la journée de lundi, en lien avec les restes humains qui ont été découverts à la frontière entre le secteur Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge et Saint-Augustin-de-Desmaures. Le corps a été fortement mutilé avant d'être abandonné sur le terrain de l'entreprise ABC de l'Arbre sur l'avenue Notre-Dame. C'est pour les troncs d'arbres. D'accord, une émondeuse, c'est pour des troncs d'arbres. D'accord, merci. Donc la société ABC se spécialise dans l'abattage, l'émondage, le déboisement et l'élagage, d'après ce qu'on peut lire sur son site web. Ils font du désarbrage, quoi. Enfin, ils traitent les arbres, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc je vois où ça va là, mais c'est horrible. Une remorqueuse s'est rendue sur les lieux en début d'après-midi pour récupérer l'imposante machinerie de la compagnie qui pourrait avoir servi à déchiqueter le corps de la victime. Mais c'est pas un arbre, c'est un être humain en fait. Samuel Gauvin, le propriétaire de l'ABC de l'Arbre, soutient que ni lui ni un autre membre de sa famille propriétaire du terrain ne sont impliqués dans toute cette histoire. Donc le proprio se désolidarise de ce qu'il s'est passé. Il craint que les scabreux, c'est mignon comme mot. Il craint que les scabreux événements ne viennent ternir sa réputation sans raison valable. Bon, je trouve qu'il a raison quelque part. D'après une résidente du secteur, les propriétaires de l'entreprise sont des voisins, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Ce sont nos voisins d'en arrière, on ne sait pas grand-chose sur eux. Je ne les connais pas personnellement, mais il ne se passe jamais rien de suspect à cet endroit-là, raconte la mère de famille. Ok. Sa fille et elle affirment ne pas avoir réussi à dormir beaucoup au cours de la nuit dernière, après avoir été témoins de toute l'agitation entourant la scène de crime. C'est vraiment terrible, tu ne peux jamais te douter que quelque chose comme ça puisse arriver près de chez toi. Il y a des policiers partout et on se demande vraiment ce qui a pu se passer, c'est mystérieux. Il s'agit de la 5e victime d'homicide découverte sur le territoire de Québec depuis le début de l'année. Bon, 5 ça va, ça fait pas trop. Parce que depuis le début de l'année, et là on est en octobre, c'est pas beaucoup, c'est bien je trouve, c'est un taux de criminalité qui est bas par rapport à certains endroits. Selon des informations recueillies par le journal, l'événement pourrait être lié au crime organisé, ah on est dans de la mafia et tout. La victime aurait vraisemblablement été transportée jusqu'en périphérie de Québec après son décès. 3 arrestations ont été effectuées en lien avec le dossier en Montérégie. Une équipe d'identité judiciaire s'est également rendue dans une résidence de Contrecœur sur la rive sud de Montréal. Santiago Goana, qui a d'abord été tué dans une résidence de Contrecœur avant d'être emmené chez un émondeur de Québec, aurait été tué pour une histoire de fille, selon une amie de la victime. Ah! Alors là, ça commence à m'intéresser. Parce que l'émondage d'une personne dans une machine pour un arbre, c'est une façon un peu brutale de se réveiller, je trouve, là. Je suis un peu brutalisée, là, par le réveil, enfin, dès le réveil. Enfin, je me suis pas réveillée maintenant, mais bon. Mais quand même. Je suis encore un peu la tête dans les vapes. Ce que j'ai entendu, et ce que je crois, c'est que ça serait en raison
d'une copine à Monsieur Bouchard qui aurait eu des contacts avec Santiago, la victime. Il m'avait juré qu'il ne l'avait pas touchée et qu'il ne voulait pas la toucher, mais l'autre était paranoïaque et croyait que Santiago avait touché sa copine. Santiago m'a promis qu'il n'avait rien fait, donc ce n'est pas pour une histoire de drogue, mais pour une connerie d'histoire de fille, mentionne-t-elle sous le couvert de l'anonymat. Donc c'est une amie de Santiago qui nous fait ce témoignage. Selon l'acte d'accusation déposé, le meurtre de Santiago Gaona aurait été commis entre le 8 et le 16 septembre. Cependant, sa mort aurait été annoncée dès la fin du mois d'août à des membres de son entourage. On sait même pas c'est quand la date de mort. Ok. Le 31 août, quand j'ai reçu l'appel pour me dire qu'il s'était tiré dans la tête, je n'y croyais pas, parce que Santiago était plein de joie. C'est un vivant, ce petit gars-là. Font rire les témoignages, je suis désolée. Celle qui s'est confiée à TVA Nouvelle raconte que quelques jours avant son décès, elle était censée aller le rejoindre dans une soirée. Santiago était parti là-bas pour aller s'amuser avec des amis, et j'étais censée le rejoindre. Mais j'ai changé d'idée, changé d'avis, parce que je n'aimais pas le style de personnes avec lesquelles il était. Donc j'ai décidé de ne pas y aller. Le soir, il m'a appelé pour que j'aille le chercher. Il était très persistant, mais je lui ai dit que je ne pouvais pas aller le chercher et que ça va être plutôt demain. Quelques heures plus tard, elle reçoit un appel qu'elle redoutait. Le lendemain vers midi, j'ai reçu un appel pour me dire que Santiago s'était tiré une balle dans la tête. Alors j'ai éclaté en sanglots. J'ai réagi très fort parce que c'est un bon petit garçon et il m'a apporté beaucoup depuis qu'il est dans ma vie. Surprise, elle a tenté d'obtenir des réponses auprès d'anciennes fréquentations. J'ai contacté des gens de mon passé pour savoir qui vivait à l'adresse où Santiago avait passé la veille. Quand ils m'ont téléphoné pour me donner des nouvelles de Santiago, c'était pour me dire qu'il était finalement attaché dans le garage. Donc l'ami en fait qui dit là, elle n'est pas allée à la soirée. Et... Mais franchement, c'est un des pires appels que tu puisses recevoir. C'est quand un pote te dit ouais, vas-y, viens me chercher, ou viens, je viens te chercher, ou je sais pas, on fait quelque chose, et t'y vas pas, et le lendemain, t'apprends que le mec est mort, quoi. Et tu te dis purée, si j'étais allée. En fait, c'est le si j'étais allée, ou si j'avais répondu, ou si je machin. Les gens autour de toi ont beau te dire mais c'est pas ta faute, mais t'aurais pas pu savoir, mais tu pouvais pas savoir, mais machin, mais tu pouvais pas prévoir. Le chemin vers la déculpabilisation, il peut être très long pour certaines personnes, malheureusement. François Bouchard, déjà accusé d'outrage à un cadavre dans la troublante affaire du corps retrouvé déchiqueté à Québec, a été officiellement accusé vendredi matin de meurtre au premier degré. Ces deux complices sont quant à eux visés par un nouveau chef de complicité après les faits. Bouchard, 31 ans, avait été arrêté le 17 septembre dernier sur le territoire autochtone de Kahnawake en compagnie de Cassandra Major et Jean-Philippe Lamontagne. Le trio avait rapidement été relié à la découverte des restes humains déchiquetés et brûlés sur le terrain d'une compagnie des mondages de Québec plus tôt dans la journée. 2 semaines après le début de cette préoccupante affaire, le travail des enquêteurs permet, vendredi matin, de porter l'accusation la plus grave du code criminel contre François Bouchard, soit meurtre au premier degré. Selon l'acte d'accusation déposé, le meurtre de Santiago Gaona aurait été commis entre le 8 et le 16 septembre. Rappelons que la résidence de Bouchard à Contrecoeur, donc il habite là-bas, avait été fouillée de fond en comble par les enquêteurs et les experts du laboratoire de médecine légale. On croyait initialement que le meurtre y aurait été commis. Cassandra Major, 30 ans, et Jean-Philippe Lamontagne, 44 ans, sont quant à eux accusés de complicité après les faits, donc toujours entre le 8 et le 16 septembre. On n'a même pas établi la date en fait exacte. Le trio fait également face à un chef d'outrage à cadavre, accusation qui avait été portée au lendemain de leur arrestation. Selon certaines informations, François Bouchard aurait trempé avec le crime organisé, donc le mec qu'on voit à l'écran, et notamment avec les Flamehead Boys, FHB, au gang de la rue de la Rive-Nord de Montréal. Ça fait pas du tout gang dangereux, le nom, hein. Flamehead Boys. Ça me fait penser à des collégiens sur des skateboards, avec des flammes sur les skates. Même nos méchants ont l'air sympathiques. Mais grave. Mais grave, regarde son sourire. T'as envie d'aller boire une bière avec lui? L'accusé a notamment des antécédents criminels de voies de fait causant des lésions, possession d'armes, introduction par effraction et des dossiers en matière de stupéfiants. Donc le mec il touche un peu à tout. Polyvalent, un polyvalent du crime. L'accusé, donc François Bouchard, aurait travaillé par le passé à la Fondation Beau Soleil comme intervenant à l'itinérance. Serge Beausoleil, fondateur de l'organisme, avait confié que Bouchard avait certains problèmes. François a une double personnalité. Il est un être tellement attachant, mais malheureusement il y a une autre facette de lui qu'on ne connaît pas. Alors donc le monsieur Beausoleil, donc le président de l'association, enfin de l'organisme, il explique qu'il a aussi contacté l'Institut Philippe Pinel pour aider monsieur Bouchard. Donc franchement je trouve que c'est sympa parce qu'il constate que le mec il a des soucis, mais il veut quand même l'aider. Je trouve ça cool de sa part. Quand quelqu'un que tu emploies ou qui bosse avec toi ou pour toi
si ça va pas. Il y en a beaucoup qui diraient écoute, c'est pas mon problème, casse-toi, quoi. J'ai pas le temps. Et je trouve que c'est bien qu'il ait quand même essayé de faire ça pour l'aider. La victime dans cette sordide affaire, donc Santiago Gaona, est un musicien d'origine colombienne, âgé de 26 ans, donc c'est la victime que voici, donc Santiago, un musicien d'origine colombienne. Il est arrivé au Québec il y a quelques années avec les membres de sa famille. Un ancien ami a exprimé que le jeune homme était un bon gars, mais il était aux prises avec des problèmes de consommation, donc problèmes d'addiction. Ce mode de vie amène forcément des mauvaises fréquentations, et c'est malheureusement pas toujours vrai, mais ça peut l'être. C'est sûr que je suis un peu troublée, mais avec le mode de vie qu'il avait, je ne suis pas surpris non plus. Il avait tellement de problèmes et ça n'allait tellement pas bien dans ses affaires, confiait cette connaissance donc, qui avait pris ses distances avec Santiago. Malheureusement, quand t'as en fait, quand tu es dans une addiction et que tes fréquentations qui sont bien, qui sont bonnes, elles essaient de t'aider, mais que malheureusement ça marche pas, et ben naturellement en fait tu prends tes distances de ces personnes. Et donc c'est ce qui s'est passé malheureusement avec cette personne. Le jeune homme, qui n'avait aucun antécédent judiciaire au Québec, était un auteur-interprète qui diffusait sa musique de style reggae sur diverses plateformes en ligne. Il avait émigré au Québec avec sa famille il y a quelques années. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je sais seulement qu'ils lui ont ôté la vie de manière très ignoble, a confié sa tante, qui est en Colombie. Il ne reste plus qu'à ce que justice soit faite et que Dieu donne de la force à toute la famille. Questionné par le journal La Sûreté du Québec, a confirmé l'identité de Santiago Gaona sans toutefois fournir davantage d'informations sur les crimes sordides. Stick, tu confirmes, c'est l'image de la machine dans laquelle son corps a été retrouvé, c'est ça? Mais c'est horrible. Et donc ça, là, on est sur la société, hein, c'est ça. C'est vraiment les broyeuses qu'on voit dans les films. Mais de ouf, franchement, on dirait grave. Et elle est bâchée, j'imagine, pour pas qu'on montre. Enfin, pour pas qu'on voit. Il doit y avoir du sang et tout, quoi. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il est mort dans la machine ou est-ce qu'il a été tué avant et après mis dans la machine? Et c'est quoi cette histoire de il s'est tiré une balle dans la tête? Il a été retrouvé attaché dans un garage. En fait, ils l'ont d'abord kidnappé, torturé, j'imagine. Ah, c'était avant, il a été tué avant et en fait ils l'ont mis après dans la machine. Non mais, oh, mais t'imagines, je pense que la souffrance doit être telle si on te met dans une machine comme ça et que t'es encore vivant. Je pense que la souffrance, elle doit être telle que tu t'évanouis en fait de douleur trop intense. Paix à son âme, le pauvre Santiago qui vient de Colombie pour j'imagine une vie meilleure au Canada. Le fait qu'il ait une addiction, je pense que ça, évidemment, ça montre que c'est quelqu'un qui avait des démons, qui avait des souffrances, des traumas. Et je pense que la musique pour lui, c'était une façon de. Ça devait être une échappatoire. Je suis quasiment sûre. Je me renseignerai un peu plus parce que ça m'intéresse d'en savoir plus sur lui. On y va pour la deuxième affaire. On reste dans les émondeuses et compagnie. I am shocked. I am shocked. La police de Northumbrie, qui enquête sur cet acte de vandalisme délibéré, a annoncé vendredi dans la soirée avoir arrêté un homme sexagénaire en relation avec l'incident. Un adolescent de 16 ans, arrêté jeudi et soupçonné de dégradation, avait, lui, été remis en liberté vendredi matin en attendant la suite des investigations. Donc au départ, on arrête un mec de 16 piges, on lui dit rentre chez toi, apparemment c'est peut-être pas toi, mais on fait quand même l'enquête, et on a arrêté un sexagénaire. Sexagénaire, c'est quand même chaud. Déjà, t'as passé 50 ans, tu continues de faire des bêtises qui te valent le problème avec la justice, qui te valent la police qui vient toc-toc chez toi. Franchement, je trouve que c'est chaud quand même. J'espère que cette arrestation démontre que nous prenons cette situation au sérieux et notre engagement à trouver les responsables, le ou les responsables, et à les mener devant la justice, a réagi Rebecca Fene-Menzies, une responsable de la police de Northumbrie. Jeudi matin, des promeneurs avaient découvert l'arbre, avec un grand A. C'est un des arbres les plus photographiés du pays. Et cet arbre est retrouvé coupé net au niveau de la souche, apparemment avec une tronçonneuse. Dis-toi que cet arbre, c'est un des plus photographiés du pays. Genre, c'est un arbre qui est connu. Les gens connaissent cet arbre, quoi, au même titre qu'un chanteur, au même titre qu'une célébrité. Et il y a un enfoiré qui est venu le couper, quoi. Et on sait pas qui c'est. À la base, en plus, tu sais, genre, pas une branche pour emmener chez lui et faire des baguettes magiques. Non, la personne a coupé l'arbre à la base, pour faire du feu. Non, mais clairement, la personne savait que c'était très grave ce qu'elle était en train de faire. Parce que tu sais que c'est pas un arbre lambda, quoi. L'un des responsables du National Trust, qui gère de nombreux sites du patrimoine au Royaume-Uni, en effet, Andrew Poad, a assuré
sur la BBC que l'arbre était en bonne santé et qu'il pourrait être possible de le faire repousser. Le film Robin Hood, à l'époque, je crois, a cet arbre dans le film. Mais non! Mais c'est une vraie star en fait, cette arbre, du coup. Les vrais fans d'Harry Potter le savent sûrement, mais l'acteur qui joue Severus Snape, Rogue, il est dedans. Et il joue le méchant shérif, là, je sais plus comment il s'appelle, le shérif... c'est quoi le nom du shérif, là? Tout le monde connaît le nom du shérif. Les gens se disent peut-être c'est juste un arbre et tout, c'est pas un truc de ouf, mais je suis désolée, moi ça me choque que les gens puissent faire ça. L'arbre, il était là avant toi, probablement, hein, donc... Et en plus, visiblement, un des suspects, c'est un mec d'un certain âge, un senior. C'est écœurant d'avoir aucun respect pour la nature. Parce qu'à la rigueur, si tu voulais couper un arbre pour faire du bois, tu peux couper un petit, un anonyme. Un homme du Maryland a vu sa conjointe vivre l'enfer sous ses yeux le 19 septembre dernier lors d'une violente agression commise par un homme qui aurait commis un meurtre 7 jours plus tard. Jonte Gilmore, 26 ans, raconte comment il est parvenu à s'échapper le soir de l'agression lors d'une entrevue avec The Baltimore Banner, donc un journal qui s'appelle le Baltimore Banner. Selon les informations relayées par le New York Post, l'homme derrière cette sauvage agression est Jason Dean Billingsley. Il a été arrêté mercredi soir à Bowie, dans le Maryland. Ce dernier est le principal suspect du meurtre d'une femme de 26 ans, Pava Lapère, qui a été retrouvée inanimée mardi. Son corps était légèrement vêtu, elle présentait des marques de violence. Elle était fondatrice des COMAP et le magazine Forbes l'avait incluse dans une liste des 30 personnes de moins de 30 ans qui étaient sur le point de changer le monde. Jason Dean Billingsley, 32 ans, qui venait d'être libéré sous condition après avoir purgé une peine pour viol, était pourtant recherché après une violente attaque le 19 septembre dernier. Il aurait violé et battu une femme sous les yeux de son conjoint avant de tenter de brûler ses deux victimes. Carrément. Ça, c'est la victime, la jeune femme et la victime. Donc c'est Pava Lapère. Ça, c'est son conjoint. Et la personne qu'on voit là, qui a l'air un peu énervée, c'est Jason Dean Billingsley, le psychopathe qui est derrière tout ça. Jonte Gilmore dormait avec sa conjointe lorsqu'un homme a frappé à la porte de la chambre de sa résidence, dans un sous-sol, à l'ouest de Baltimore. L'intrus prétextait devoir effectuer des travaux d'entretien d'urgence. Lorsque la femme est montée à l'étage, l'homme a pointé l'arme sur elle avant de la projeter au sol et de lui demander où était son argent. La victime a ensuite été réveillée par une arme posée sur son front. L'agresseur lui a demandé où était l'argent. Si t'essaies de faire quelque chose de stupide, je vais violer ta chienne à l'étage. Ce dernier a ensuite été attaché les mains derrière le dos, donc le compagnon, attaché les mains derrière le dos, il a dû s'agenouiller au sol. L'agresseur a ensuite collé du ruban adhésif sur le visage et les chevilles de Jonte Gilmore avant de mettre de la musique et de violer sa femme à répétition. L'homme aurait tranché la gorge de la femme alors qu'elle luttait contre lui pour éviter de mourir étranglée. Jonte Gilmore a vu l'homme laisser tomber le corps de sa partenaire qui faisait semblant d'être morte. L'agresseur s'est essuyé le visage avec un chiffon contenant du liquide inflammable. Pourquoi il s'essuie la gueule avec? Il a incendié la résidence avant de quitter les lieux. La femme a réussi à rouler au sol vers la sortie alors que Jonte Gilmore était pris au piège. Elle est plus tard revenue avec un autre individu. Jonte Gilmore s'est enfui, fait greffer de la peau sur ses cuisses et autre partie de son corps mercredi à l'hôpital. Sa partenaire a également dû être hospitalisée pour soigner des brûlures. Mais c'est horrible! Mais c'est horrible! J'imagine même pas la sensation dans ce genre de moment. Je serais terrifiée, t'es chez toi et un fou qui arrive. Le couple est chez lui tranquille, ils ont rien demandé à personne. Le mec arrive, oui, c'est pour une intervention d'urgence. Faut pas ouvrir sa porte en fait. Et son partenaire qui a dû se sentir mais totalement impuissant quoi. Jason Dean Billingsley, un colosse de 7 pieds 4 pouces. Alors 6 pieds 4 pouces, ça fait... Oh putain, le mec il fait 1m93. Jason Dean Billingsley, un colosse de 1m93, 94, connaissait les deux victimes. Les policiers ont cru que l'agresseur avait commis un crime ciblé, ils ne croyaient pas que le colosse pouvait cibler d'autres personnes au hasard, ils ont donc recherché Jason Dean Billingsley sans aviser la population. Bravo. Jonte Gilmore a fondu en larmes en apprenant que son agresseur était le principal suspect du meurtre de Pava Lapère. La mère de Gilmore, Latrice Johnson, a déploré le travail des autorités. Les policiers n'ont pas fait grand-chose dans cette affaire et ont attendu qu'il y ait une autre victime. Les gens ont certains atouts et au lieu comme tu dis, au lieu de les utiliser pour faire, je sais pas, du MMA ou être pompier par exemple, je sais pas, va sauver des gens peut-être, non, va sauver des vies avec toute la force que t'as du haut de tes 1m93. Pourquoi il a été relâché en fait? Je sais pas si on aurait pu empêcher en fait. Mais au moins le couple a survécu.
Donc certes, ils sont traumatisés, mais au moins ils ont survécu. L'intelligence de faire la morte, quoi. Et je trouve quelque part, ça peut paraître bête, hein, mais je trouve quelque part que c'est aussi bien d'entendre parler de ce genre d'affaires pour ces raisons-là. Parce que quand tu sais comment certaines personnes s'en sont sorties, si jamais il se passe des trucs pour toi, bon, ça te donne des idées. La prochaine affaire. Il y a beaucoup d'histoires d'horreur sur les hôpitaux, mais aucune comme les histoires macabres de la clinique IMSS 25 à Monterrey, Nuevo León. Elles ne vous laisseront pas dormir. Donc on y va pour notre histoire dans un hôpital, parce que là je suis prête, là. Des événements de réfrigération... Ça commence bien, putain. Des événements... Qu'est-ce que c'est qu'un événement de réfrigération? Des événements de réfrigération se sont produits à la clinique 25 de l'Institut mexicain de la sécurité sociale, IMSS, donc c'est la CPAM mexicaine, dans la municipalité de Monterrey, ce qui, en les lisant ici, ne vous donnera pas envie d'aller consulter à cet endroit. C'est en juillet 2023 qu'un homme est mort après être tombé du 10e étage de la clinique, et le 15 août également de cette année, un enfant est mort apparemment après une défaillance de la climatisation. L'explication était que le temps n'ait pas fonctionné. Ça veut dire quoi après que le temps n'ait pas fonctionné? Sa famille a apporté un fan, une felfara, c'est-à-dire un ventilateur. Je dis en arabe, mais bon. Donc la famille a apporté un ventilateur puisque le truc ne marchait pas. L'enfant a contracté une bactérie et en est mort. Il est mort d'une infection suite à la clim qui marchait pas. Bien que certains patients aient souffert du chauffage, à la hausse des températures élevées, la mort de l'enfant, en plus d'être prise comme un cas de négligence, également par certaines personnes, a été liée aux choses paranormales qui se produisent sur les lieux. Une infirmière nommée Margaret, qui était tellement dévouée à son travail qu'elle a fini par être abandonnée par son mari. Ah ouais, non, divorce parce qu'elle est trop impliquée comme infirmière. Elle en est venue à blâmer ses patients pour ce qui leur arrive, et avant ça, elle a décidé de se venger de celui qui l'a laissé seul et sans amour. Mais qu'est-ce qui se passe, Margaret? Ah ouais, d'accord. Margaret a commencé à administrer des médicaments qui tuaient progressivement ses patients, mais il a fallu 10 ans à un médecin pour remarquer ce que l'infirmière leur faisait. Lorsqu'elle a été découverte, elle a choisi de s'enfermer dans l'un des entrepôts de la clinique et elle s'est donné la mort. Ah ouais, Margaret, elle rigole pas. Adios, Margaret. On est dans la même histoire, ça part dans tous les sens. Bah, y a du paranormal avec du normal. C'est quand même chaud pour se rendre compte qu'au bout de 10 ans, t'as une de tes employés qui empoisonne les patients, en fait. C'est un film d'horreur, cet hôpital. Les morts suspectes ont persisté, donc après, malgré qu'elle se soit donné la mort, ça a persisté. Et ce n'est qu'une nuit où l'un des patients criait désespérément que le personnel médical qui était de service s'est immédiatement précipité pour l'aider. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. L'esprit de Margarita, donc Margaret, qui portait l'uniforme d'infirmière, et lui fournissait une drogue pour le tuer. Donc en fait, elle revient de parmi les morts, habillée en infirmière, parce qu'elle ne peut pas se changer au paradis, ou en enfer, du coup elle est en enfer. Tu peux pas te changer là-bas, il n'y a pas de placard, il n'y a pas d'armoire, il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas de H&M. Ils ne voulaient pas que cela se reproduise, donc ils ont choisi de fermer le 7e étage de la clinique, avant que l'infirmière fantôme ne continue à tuer les patients. Quelque temps plus tard, lorsque les apparitions ont cessé, l'étage a été réactivé, donc on rouvre le 7e étage de l'hôpital. La deuxième histoire raconte qu'au 10e étage, il y a de nombreuses années, un exorcisme a été réalisé pour une femme, et ça a laissé une mauvaise énergie, apparemment, qui reste là, à ce jour. Si la mauvaise énergie, elle était dans le corps d'une femme, donc tu fais l'exorcisme et tout, et l'énergie, elle part. Du coup, elle est restée dans l'étage, c'est ça? Parce qu'elle n'a pas trouvé un autre hôte. Les gens qui prennent actuellement l'ascenseur doivent passer par cet étage, et indiquent que les portes de ce niveau s'ouvrent et se referment, et pendant que ça arrive, ils ressentent un froid très effrayant. Le personnel et les infirmières de la clinique disent qu'il est déjà normal pour eux de voir des choses étranges, c'est dans leur quotidien, même s'ils assurent que la mort est présente comme un homme vêtu de noir, taille haute et mince, il mange bien, et chaque fois qu'un patient va mourir, il apparaît. Et il en prend 3 en même temps. Bon, parce qu'ils font du covoiturage. S'il y a 3 places, donc il en prend 3, lui il conduit la voiture. C'est l'ange de la mort. Mais pourquoi tout le monde se le représente de la même façon? À un moment donné, quand une rumeur à ce point, elle circule à ce point, c'est qu'elle est vraie. Mais c'est fou parce que chiffre 3, c'est pas que autour de cet hôpital, hein. Apparemment, les célébrités, elles meurent aussi par 3. Ce mercredi 5 juillet 2023, un patient est mort quand il est tombé du 10e étage. Selon les informations fournies par le personnel hospitalier, l'homme
avait un mauvais état de santé, j'imagine, apparemment en raison d'un traitement qui a été demandé pour une maladie chronique. Dans la déclaration, il est dit que le patient venait du département oncologie, et avant de se jeter par la fenêtre, il aurait causé des troubles avec le personnel médical. Le jeune patient qui est mort de la climatisation était aussi dans le département d'oncologie, mais en pédiatrie. Le jeune, en fait, l'enfant là, qui est mort à cause de la clim, c'était à la même période. Paranormal ou non, il y a ceux qui, après ce dernier événement, ont bloqué Lincoln Avenue, lieu où se trouve la clinique, pour protester contre l'absence de place, à cause de l'étage qui est fermé, j'imagine, et les résultats moraux irréversibles, donc le traumatisme, etc. Parmi d'autres histoires paranormales, il y a ceux qui racontent également une légende d'un homme de ménage de cette clinique, un fantôme qui se promène tous les jours dans le couloir de l'hôpital. Bon, il n'a pas fini de nettoyer. Clairement, le mec est mort. On n'est pas dans le paranormal dans le sens où il y a quelqu'un qui meurt. Là, on est dans un truc factuel. Il y a un homme qui meurt, jeté du 10e étage, poussé du 10e étage, où il est tombé tout seul, où on ne sait pas, où un fantôme l'a poussé. Le garçon qui est mort de la clim, ça j'ai du mal à y croire aussi. Et l'infirmière, en fait, ce qui est fou, c'est que tout ça, en fait, les gens le lient à l'infirmière qui aurait, enfin, qui serait toujours là en train de hanter l'hôpital, ou l'incompétence des médecins. Moi, je parierais sur plutôt l'incompétence des médecins, parce que, enfin, pas forcément des médecins. Dans le Mexique, au Mexique, il y a un hôpital qui n'a pas la clim. Bon, pour moi, il n'y a rien de paranormal dans la mort du petit. Par contre, le mec, là, qui est mort tombé du 10e étage, pourquoi? Après, il était sous traitement lourd, le mec est quand même en oncologie. Moi, j'essaie de trouver une raison, enfin une explication logique et scientifique, etc. Bon. Il y a des traitements en cancérologie, les effets secondaires, c'est dépression aggravée. Je pense que ce patient, il y a peut-être un truc médicamenteux quelque part. Enfin, la raison pour laquelle c'est quand même un article de presse et des gens en parlent, et ça doit pas être le seul. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont vu des trucs. Maintenant, la question, c'est quand une personne dit avoir vu des choses, est-ce que c'est pas contagieux? Est-ce que c'est contagieux quand tu dis avoir vu des trucs? Là, on a commencé avec Justine à regarder un documentaire sur Netflix. On a arrêté au bout de 30 minutes, hein. C'est un documentaire sur tout ce qui est UFO, tu sais, OVNI, tout ça. Déjà, moi, la théorie de il y a des extraterrestres, ils viennent jusqu'à chez nous, sur la planète Terre, ils font des appels de phare avec leur lumière et ils se barrent. Genre, même pas ils viennent dire bonjour, ils sont venus les mains vides, ils ont pas apporté des fruits, de la bouffe de chez eux, et ils ont fait tout ce chemin pour trouver une autre forme de vie qui est nous, les êtres humains, incroyables que nous sommes, et ils s'en vont. Mais faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Moi, j'y crois pas à ces trucs d'extraterrestres. Par contre, je pense qu'il y a de la vie ailleurs, quand même, dans l'univers, parce que l'univers est tellement vaste que, franchement, qu'on soit seul, je sais pas, moi, j'en doute quand même. Quand les gens les ont vus là dans le Texas, comme par hasard, en plus, c'est pourquoi ils viennent dans le Texas pour le barbecue, c'est quoi? Donc ils viennent que comme par hasard à cet endroit-là, donc ils font des appels de phare, et il y a quelques personnes qui les voient. Je doute pas qu'ils ont vu des trucs dans le ciel, mais autant de personnes, et personne n'avait un téléphone dans la main comme par hasard. Pour moi, c'est du bullshit. Alors, on revient sur l'affaire au Mexique. J'imagine que c'est pas une vraie photo, hein, ça doit être une photo de juste quelqu'un qui passe dans les couloirs. Mais ça du coup, c'est une photo de la clinique. Un des couloirs qui a été fermé. Putain, il fait flipper cet hôpital, hein. Ça donne pas envie d'y aller, hein. Ça, c'est la fenêtre par laquelle il est passé le monsieur, du coup. Ça, c'est Marguerite, qui tuait ses patients pendant 10 piges, et puis au final qui se donne la mort. Bon, elle est pas très sympa, cette infirmière. Mais elle a un très beau look. J'aime bien les uniformes d'infirmières de l'époque. Bon, on va arrêter de parler des extraterrestres, hein, on va continuer. Un homme qui a tenté de se faire justice. Ah ouais, d'accord, ça j'aime bien. Un homme a tenté de se faire justice en tirant sur des individus menaçants dans un quartier résidentiel. Ah ouais, ok, là j'aime moins. Atteignant un enfant de 9 ans avec une balle perdue. Pourrait devoir réfléchir à son geste impulsif en prison pendant 10 ans. Est-ce que 10 ans c'est assez pour ce qu'il a fait? Faut en savoir plus. On creuse, on continue. Est-ce que nous sommes rendus dans une société qui peut tolérer qu'une personne, même de bonne réputation, se rende avec des armes pour régler des conflits? C'est là le cœur de ce dossier, poursuit la juge. Quelle triste histoire. En janvier dernier, donc en janvier 2023, l'homme de 39 ans a reconnu avoir commis des voies de fait graves. Il a déchargé une arme à feu avec l'intention de blesser et utilisé une arme avec négligence le 22 août 2021 à Contrecœur en Montérégie. Ah, c'est au Canada. Il aurait bénéficié d'un arrêt conditionnel sur une accusation de tentative de meurtre. Ce soir-là, vers 19h30, 3 individus se sont pointés chez lui sur la rue Pivoine afin de lui passer un message. On va se monter une équipe
et on va venir te passer. Ça veut dire quoi venir te passer? Parce que en français de France, je comprends pas trop. J'imagine, ça veut dire on va te tabasser peut-être? On va te passer à tabac, d'accord. Pas te passer à tabac, d'accord, c'est ce que ça veut dire, OK. Martin Larocque subissait alors de l'intimidation depuis quelques mois, selon nos informations, après s'être mêlé d'une bagarre dans un bar à proximité. Tout ça, c'est parti d'une baston dans un bar. Non mais franchement. Réveillé par les intrus, l'accusé a pris et chargé sa carabine, est sorti de sa maison et il a fait feu vers ses intimidateurs, donc les personnes qui essayaient de... Voilà. Il ne portait qu'un maillot de bain. Pourquoi il portait un maillot de bain? Il dort en maillot de bain? Il n'y a plus de linge propre. Bon, il va m'en vouloir, mais c'est pas grave. Justin m'a fait la même chose hier. En fait, il trouvait pas de pyjama, donc il met un jean. Je dis, mais pourquoi tu mets un jean? Il me dit, bah j'ai pas de pyjama. T'es sûr? Je vais ouvrir son tiroir, je soulève deux trucs et je trouve un pyjama. On continue. Alors qu'il tentait de fuir au volant d'une voiture, David Burrell-Janotte a reçu un projectile à la tête. Il s'agit d'un homme de 35 ans au lourd passé criminel qui a écopé de plus d'une trentaine de condamnations entre 2006 et 2020. Il vivait depuis avec d'importantes séquelles. Une autre balle a malencontreusement traversé la cuisse d'un jeune garçon de 9 ans qui se trouvait sur un terrain voisin. Un troisième individu a été blessé mais moins gravement. Probablement que c'est son pire cauchemar qui est arrivé en atteignant un jeune enfant, a reconnu le procureur de la couronne. Ah, c'est quand même le procureur qui dit ça. Ce dernier est d'avis d'une peine de 10 ans de prison, moins le temps déjà purgé, ça reflèterait la gravité des gestes impulsifs de l'accusé. Sa responsabilité est entière, on était à quelques pouces d'un décès. 9 ans dans la cuisse, ça aurait pu être fatal. Hein. Ah bah tiens, en parlant de ça, je connais quelqu'un qui était en prison récemment. Bon, c'est quelqu'un qui a un téléphone en prison, hein. Alors évidemment, tout le monde il a des téléphones en prison. C'est en France, hein. C'est quelqu'un qui est incarcéré, qui était incarcéré en France. Donc cette personne, qui est un ami, m'appelle. Mon codétenu vient de changer. J'ai un nouveau codétenu. Je dis ah ouais, bah il a fait quoi lui? Il a tué un mec. Donc tout de suite j'arrête de rigoler. Je dis ah ouais, fais gaffe à toi quand même. Comment ça s'est passé en fait? Alors, je suis obligée de raconter cette histoire. C'est un sans-papier qui est arrivé en France il n'y a pas très très longtemps. Donc il est à un feu rouge en voiture. Et il y a une autre voiture qui arrive, et je sais pas pourquoi ça part en insulte. On va l'appeler le codétenu. Le codétenu, donc il est dans sa voiture, et il voit l'autre, et je sais pas, il commence à s'insulter, ou ils se font des doigts, enfin je sais pas quoi, bref. Et l'autre, donc il arrive comme ça à côté du codétenu. Ça part en embrouille, et il sort de la voiture, et en fait, le codétenu, enfin, je l'appelle le codétenu, mais bon, celui qui allait plus tard aller en prison, en fait, il sort de sa voiture, il sait pas qu'ils sont 4 mecs dans l'autre. En fait, il avait pas vu, il avait pas capté qu'ils étaient 4 mecs. Donc ça sort, ça part en embrouille, ça commence un peu à se taper, et en fait, le codétenu, qui était tout seul, il sort un couteau. Et il plante en fait à la cuisse le conducteur de la voiture. Le mec se vide de son sang. Les secours arrivent, le mec est déjà parti, quoi. Donc à la cuisse, donc le mec est en prison pour meurtre, en France. Alors évidemment, c'est un homicide involontaire, mais quand même, quoi. J'avais pas fini l'affaire de l'enfant de 9 ans. Il y a encore deux, trois petites choses à dire. Donc le procureur disait en fait que l'enfant était passé vraiment à quelques centimètres de la mort. C'est une chance qu'il n'y ait pas eu de décès. Cette scène-là est typique du Far West, a-t-il enchéri, donc le procureur. Il faut envoyer un signal clair qu'on ne peut pas se faire justice soi-même. Pour sa part, la défense a suggéré que Martin Larocque reçoive une peine équivalente, autant qu'il a déjà purgé. Moi, je ne sais pas si je suis d'accord. Au pire, son avocat demande que son client écope d'une sentence qui lui permettrait de demeurer dans un établissement provincial. On s'en fout un petit peu. Alors que des proches de l'accusé étaient présents pour le soutenir dans l'audience, celui-ci a tenu à s'adresser au tribunal pour exprimer ses regrets. Tellement de gens ont souffert dû à mes actes, je m'en veux d'avoir agi de la sorte, j'ai agi impulsivement et par crainte, a dit celui qui n'avait aucun antécédent avant cette affaire. Je m'excuse pour les douleurs occasionnées. À la base, il a jamais rien fait, il n'est pas connu de la justice, c'est les autres, hein. Enfin c'est un parmi les autres qui l'ont agressé, qui sont... il y en a un qui était connu des services de police et tout ça, qui avait plusieurs condamnations et tout, et lui il n'a fait que se défendre. Après, il y a se défendre et se défendre. Moi je trouve qu'au moins, je trouve que c'est bien qu'il ait au moins reconnu, parce qu'il y a des gens, ils auraient dit ouais ben non, j'en ai rien à foutre, fallait que je me défende, la police ne fait rien, et le mec a eu je sais pas combien de condamnations, il est toujours en liberté avec la possibilité de faire du mal. En soi, il aurait même pas eu tort, hein. Mais là, je trouve que c'est bien qu'il ait quand même admis il a commis une erreur sur le moment et tout. Disant, je pense que c'est vraiment pour que la justice, elle montre, on peut pas permettre que les gens fassent ça, quoi. Parce que si la justice passe pas de message, d'autres personnes vont se dire, bah, je me fais justice moi-même. Et en fait, la justice sera clémente. Enfin, la justice avec un grand J sera clémente. La preuve, ils l'ont été avec quelqu'un d'autre. Et donc, la justice, en fait, elle comprend qu'on ait un besoin de vengeance. Maintenant que j'ai dit ça,
Pour l'affaire de ce soir, je n'ai pas le même discours. Tu regarderas la vidéo, enfin vous regarderez la vidéo, et vous me direz ce que vous en pensez, parce que je tiens absolument pas le même discours. Et là, dans cette affaire-là, c'est pas pareil. Je pense que chaque affaire est vraiment au cas par cas. Enfin bref, on continue pour la prochaine affaire. On va revenir un petit peu sur le Covid, tiens, ça faisait longtemps. Un anti-masque qui avait fracturé la mâchoire d'une chauffeuse de bus qui lui avait demandé de porter un masque pendant la pandémie affirme avoir le droit d'agir ainsi parce qu'il est un pratiquant de la justice. Il y a des pratiquants de religion, il y a des pratiquants de la justice. Je considère que je n'ai rien fait de mal, dit-il. Je demande la peine capitale ou la liberté dans mon dossier, a témoigné Patrick Desbiens lors des représentations sur sentence vendredi matin au palais de justice de Laval. Le résident de Sainte-Thérèse, âgé de 40 ans, a été reconnu coupable de voies de fait au printemps pour l'attaque contre une chauffeuse d'autobus dans les Laurentides. Laurentides, ça doit être un quartier, je pense, en septembre 2020. Il espère éviter la prison, c'est ça, est prêt à réaliser des travaux communautaires. On est dans le thème des auto-justiciers, des Bruce Wayne et compagnie, qui s'auto-proclament je fais ce que je veux, et je me rends en justice tout seul. Si on me persécute, je n'aurai aucun remords, a indiqué c'est quoi son prénom? Patrick. C'est un prénom de quelqu'un qui fait ce genre de choses. Voilà, ça c'est Patrick en la prestance d'un justicier. Mais s'il a un cheval, pourquoi il a voulu prendre le bus? Prends ton cheval. Si on me persécute, je n'aurai aucun remords, a indiqué Patrick, qui se représente lui-même. Mais tant qu'à faire, je n'ai pas besoin d'avocat. Il a été envoyé à l'Institut national de psychiatrie légale, Philippe Pinel, donc l'institut s'appelle Philippe Pinel, pour vérifier son aptitude à subir son procès. Clairement un illuminé. Mais il a été jugé apte. Alors qui a fait l'évaluation? Ça je me demande. Patrick Desbiens a un diagnostic de schizophrénie et est suivi régulièrement en psychiatrie. Ah bon? Ah bon, ah bon, ah bon. Sa conjointe des 2 dernières années l'a dépeint comme un homme calme, serein, toujours positif, toujours prêt à aider les autres. Bon, sauf les chauffeurs de bus. Or, Patrick a des problèmes de gestion de la colère, d'impulsivité ainsi que de consommation d'alcool et de drogue. Bon, autothérapie. Précision apportée par la procureure de la Couronne, Vanessa Dorval, réclamant une peine de 6 mois de prison et une probation de 2 ans. Alors 6 mois de prison ferme et 2 ans de mise à l'épreuve pour avoir déboîté la mâchoire d'une chauffeuse de bus, je trouve que c'est pas beaucoup. Je me dis, si c'était ma mâchoire, j'aurais aimé que le mec prenne un petit peu plus, quand même. Hein. Calme et serein, faut pas lui demander de mettre un masque. Hein. C'est ça. La vraie question que je me pose, c'est est-ce que la consommation de drogue et d'alcool pour Patrick, est-ce que c'est ça qui va provoquer les moments où il est en colère et qu'il gère pas, ou est-ce que c'est ça qui lui permet d'être calme et serein? C'est une question légitime. Le type de comportement commis par Monsieur Desbiens, Patrick, n'est pas acceptable dans la société. Il s'agit d'un geste totalement gratuit, a précisé Maître Dorval. En 2020, Patrick était un anti-masque convaincu, au point où il avait déjà prévenu que personne ne pourrait le forcer à en porter un. Bon, il a été un peu contaminé par le pays voisin, je pense, hein, parce que ici en France, ça s'est très peu vu les gens qui voulaient pas porter le masque. Hein. Enfin, dans le reste du monde, je veux dire, à part les États-Unis, et du coup peut-être un petit peu le Canada, visiblement, mais je sais pas, porte ton masque, c'est une pandémie, quoi. On en voit combien de fois? Une fois tous les siècles, et encore. Porte ton masque et ferme ta gueule. Pour avoir déboîté la mâchoire d'une chauffeuse de bus, excuse-moi, 10 ans minimum, je pense. Je déconne. Je sais pas, elle vaut combien ta mâchoire à toi? C'est une vraie question, hein. Combien vaut votre mâchoire? Estimée à un temps de prison. Cicatrice à vie, peut-être ça l'a déboîté. Elle déboîtait la mâchoire, peut-être qu'elle peut plus mâcher correctement, peut-être qu'elle peut plus manger correctement. Je pense que c'est clairement des choses qui sont à prendre en considération. Quelles sont les séquelles pour la personne? Les séquelles physiques, les séquelles psychologiques. Ma mâchoire vaut la peine de mort. J'en ai besoin pour vivre. Tu dois manger, tu dois parler, insulter les gens, enfin bon. Si le mec avait au moins eu des remords, moi je pense que 6 mois ça aurait été acceptable. Genre 6 mois ferme et 2 ans de mise à l'épreuve. Non, le mec c'est allez tous vous faire foutre. Je vais me représenter moi-même et je n'irai pas en prison. Ah, qu'est-ce qu'il y a? J'étais dans mon droit. Bien sûr, tu peux défoncer la gueule des gens, c'est ton droit. C'est pas ton droit, sinon t'aurais pas été interpellé. Je continue parce qu'il y a encore d'autres choses du coup sur cet article. Il va falloir me mettre une balle entre les 2 yeux pour que je porte un masque, avait-il indiqué sur les réseaux sociaux. Puis si vous ne me mettez pas une balle entre les 2 yeux, puis que vous voulez que je porte le masque, bah c'est votre droit à la vie qui va être en jeu. Et il écrit, puis bah bon déjà le mec qui s'exprime comme ça, t'as envie de tarter. Donc le mec en fait il fait des menaces ouvertement sur ses réseaux sociaux,
à la vie des gens. Bien sûr, on peut pas dissocier le crime du criminel. Bah, tu peux pas. Bah, tu juges une personne pour un crime qu'elle a commis, mais avec ce qu'elle est aussi, aux yeux de la justice. C'est des choses qui sont prises en considération. Quelqu'un qui a des remords, qui exprime des remords, ça a son importance. Quelqu'un qui ne les exprime pas, et j'en ai déjà parlé dans des affaires, dans des vidéos que j'ai faites et tout sur YouTube, c'est pas la même chose. Tu n'auras pas le même résultat. Ainsi, quand la chauffeuse de 55 ans, 55 ans, ainsi, quand la chauffeuse de 55 ans lui a demandé de respecter l'obligation de porter un couvre-visage, un masque, Patrick lui a fracturé la mâchoire. Il a ensuite pris la poudre d'escampette avant de se faire passer les menottes au poignet quelques heures plus tard. La victime, qui n'a pas souhaité témoigner lors des représentations sur sentence, n'a jamais été en mesure de reconduire un autobus depuis l'attaque. Elle est toujours en choc post-traumatique. Madame sort très rarement de la maison. Chaque fois qu'elle voit un homme, elle a beaucoup d'anxiété, indique Maître Dorval. La juge Maria Albanese rendra sa sentence en novembre. Affaire à suivre. C'est pas une question de conviction de Covid, de machin, de... Tu tapes pas les gens parce que t'as pas les mêmes convictions qu'eux. Tu les tapes pas. Tu montes pas dans le bus et puis c'est tout. Prochaine affaire. La France a confirmé, vendredi, la mort d'un Français et l'incarcération d'un autre compatriote en Algérie, dans un incident impliquant plusieurs de nos ressortissants, donc des Français. Alors que des médias marocains ont confirmé jeudi que 2 vacanciers franco-marocains auraient été tués par des gardes-côtes algériens. Je suis au courant de cette affaire, et en tant que double nationalité franco-algérienne, j'étais quand même choquée. Le ministre français des Affaires étrangères évoque, lui, le décès d'un seul ressortissant français et n'a pas précisé les circonstances de sa mort. Le centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et nos ambassades au Maroc et en Algérie sont en contact étroit avec les familles de nos concitoyens à qui nous apportons tout notre soutien, précise-t-il dans un communiqué. Nous sommes en contact avec les autorités marocaines et algériennes, parce qu'apparemment ça s'est passé sur la frontière. Le parquet a été avisé, a également indiqué une porte-parole du ministère. Des médias marocains citant un témoin du drame avaient rapporté jeudi soir que 2 des vacanciers franco-marocains avaient été tués par les gardes-côtes algériens alors qu'ils s'étaient égarés en jet-ski dans une zone maritime algérienne à la frontière avec le Maroc. Selon le site d'information Le 360, Bilal Kissi et Abdelali Mechouer ont été tués mardi soir près de la ville côtière marocaine de Saadia, au nord-est du pays. Donc Saadia, c'est une ville, il y a la plage et tout, c'est au nord du Maroc, c'est à la frontière avec l'Algérie. Le Quai d'Orsay n'a pas précisé l'identité de la personne décédée, donc c'est un des deux. Mais moi j'avais entendu que c'était les 2 qui étaient morts en fait. Saadia est une station balnéaire très prisée l'été, j'y suis déjà allée, et c'est vrai que c'est une très belle ville du Maroc, très belle plage, connue pour sa longue plage et ses activités nautiques. Un troisième homme qui serait également franco-marocain, Smaïl Snabé, a été arrêté par les gardes-côtes algériens et présenté mercredi devant un procureur algérien, selon le 360, citant des sources concordantes. Ce drame intervient dans un contexte de tension entre l'Algérie et le Maroc, exacerbé par leur antagonisme sur le territoire disputé du Sahara occidental. Ni Rabat ni Alger n'ont pour l'heure publiquement réagi dans l'immédiat. Leurs frontières sont fermées depuis 1994 et l'Algérie a rompu ses liens diplomatiques avec le Maroc en août 2021, accusant Rabat d'actes hostiles, une décision complètement injustifiée selon Rabat. Alors ça, c'est une des victimes qui va se faire enterrer, je crois, mais il me semblait qu'il y avait eu 2 morts et un encore en prison normalement. Beaucoup disent que ça s'est passé la nuit et que c'est le trajet des trafiquants. Ouais, pour le cannabis et tout, parce il y a des productions de cannabis qui se font au Maroc. Ça m'a glacé le sang quand même, cette histoire, parce que ça ne fait que aggraver les relations entre le Maroc et l'Algérie, alors que, et vous confirmerez les personnes qui sont là dans le chat aujourd'hui, je suis algérienne, moi j'ai grandi en France, avec Maroc, Tunisie, Sénégal, Mali, nous on voit pas ça. En fait, les générations qui sont nées en France, on ne les voit pas ça. On voit pas la couleur, on voit pas le pays d'où tu viens en Afrique, ou tes parents, ou tu vois, enfin,
On voit pas ça. Nous, on n'a pas grandi comme ça. Après, les parents, des fois, ils sont un petit peu hein, marocains, c'est des Algériens, c'est des Tunisiens. Les parents, ils peuvent encore être un petit peu comme ça, des fois. Mais nous, en ayant grandi ici, moi, à l'école, mes copines, elles étaient de toutes les couleurs, de toutes les religions. C'est trop bien de grandir avec des couleurs comme ça. J'adore, moi, je kiffe. Tu vas manger, quand c'est le ramadan, tu vas manger à droite, tu vas manger à gauche, tu ramènes ceux qui sont pas musulmans, qui font le ramadan avec toi et tout. Moi, les années collège et lycée, elles ont été belles parce qu'elles ont été pleines de couleurs en fait. Des trucs comme ça envenime des rapports, et c'est beaucoup plus politique en vérité hein, que c'est populaire et culturel, parce qu'en vérité les populations entre elles c'est pas comme ça, en tout cas ici. Après, là-bas, c'est pas exactement pareil, les gens ils ont quand même des positions qui sont pas totalement les mêmes. C'est peut-être pour ça que ça nous dépasse encore plus en fait ici. Les frontières sont donc fermées depuis 94 quand même. La récente reconnaissance par Israël, bon, fallait qu'on arrive là, la récente reconnaissance par Israël de la souveraineté marocaine sur le territoire disputé du Sahara occidental a encore avivé les tensions avec Alger qui ont dénoncé des manœuvres étrangères à ses portes. À ma connaissance, les Algériens sont pro-Palestine, mais allez ouf. Au Maroc, je pense que c'est la même chose. Maintenant, quand ton gouvernement prend ce genre de décision, quand il se passe ce genre de choses, Israël qui reconnaît que le Maroc a un droit sur le Sahara occidental, déjà t'es qui en fait? T'es qui pour venir dire, bah, vous là-bas chez vous en Afrique, le Maroc, nous on reconnaît que oui. On va pas se lancer sur le débat Israël-Palestine parce qu'on n'est pas là pour ça, mais je peux clairement comprendre que politiquement, il y a des conséquences à ce qu'un pays, un État, ce que tu veux, se permette de faire ce genre de choses. C'est un peu comme si quelqu'un venait chez moi frapper à ma porte, il rentre chez moi, il me dit « T'es chez toi, ici. » C'est bien, je reconnais. On doit hagar les deux gouvernements, je pense, mais je suis totalement d'accord. Pourquoi l'Algérie, elle ferme les frontières? Parce que c'est, de ce que j'ai compris, c'est l'Algérie qui ferme, hein. C'est pas le Maroc, hein. Le Maroc, ils sont en mode, waouh. Le Maroc, ils sont beaucoup plus cool par rapport à ça, c'est vrai. L'Algérie, on a une fierté, des fois, elle est un petit peu trop mal placée, hein. Ah non, la porte est fermée. Mais pourquoi, en fait? Les 4 jeunes gens, 3 franco-marocains et un marocain, donc résident du Maroc, étaient chacun sur un jet ski, selon un témoin. Donc ça, on le sait tous, je crois. Nous nous sommes perdus, ce qui peut arriver, mais on a continué jusqu'à ce que nous nous retrouvions en Algérie. Nous avons su que nous étions en Algérie car un zodiaque noir algérien est venu vers nous. Il a commencé à zigzaguer comme s'il voulait nous renverser, a raconté Mohamed Kissi, le frère aîné de Bilal. Il a dit avoir été récupéré par la marine marocaine qui l'a ramené à la marine de Saadia. Les occupants du Zodiac algérien ont tiré sur nous. Dieu merci, je n'ai pas été touché, mais mon frère et mon ami, ils ont été tués. Ils ont arrêté mon autre ami, a-t-il également indiqué. Nous nous sommes perdus et nous étions en panne d'essence de leur jet ski. Interrogé jeudi par la presse locale, le porte-parole du gouvernement marocain Mustapha Baitas n'a fait aucun commentaire, se bornant à répondre qu'il s'agit d'une affaire qui relève de la compétence du pouvoir judiciaire, c'est-à-dire no comment. Aucune confirmation n'a pu être obtenue côté algérien dans l'immédiat. Le parquet marocain a ouvert une enquête vendredi sur les circonstances du décès d'un vacancier franco-marocain tué mardi avec un autre jeune marocain. Un drame inexpliqué sur lequel ni Rabat ni Alger ne se sont exprimés. Le ministère public a lancé des investigations sur les raisons de la mort de Bilal Kissi après la découverte de son cadavre sur la plage de Saadia, dans le nord-est du Maroc, à 3 km environ de la frontière avec l'Algérie. Donc 3 km, c'est rien, hein. Le jeune vacancier qui vivait en France était parti en motomarine de Saadia, donc un jet ski, avec son frère aîné Mohamed, également franco-marocain, qui a pu regagner la ville et témoigner, ainsi qu'avec leur cousin Abdelali Mechouar, un ressortissant marocain. Donc ils étaient avec un de leurs cousins de là-bas. Smaïl Snabé, un ami présenté également comme un franco-marocain par les médias marocains, faisait partie du groupe de jeunes, partis chacun sur une moto marine, donc un jet ski, de la station balnéaire de Saadia, très prisée l'été pour sa longue plage et ses activités nautiques. Bilal Kissi a été enterré jeudi, en présence de dizaines de proches dans la ville de Bni Drar, près de Oujda, ville limitrophe de l'Algérie, selon des images obtenues par l'AFP où l'on voit un groupe d'hommes porter sa dépouille recouverte d'un drap mortuaire vert frappé de sourates du Coran. Donc c'est la photo que je montrais tout à l'heure. Le corps de M. Mechouar tué aux côtés de Bilal Kissi se trouve encore côté algérien. C'est ça qui m'a rendu ouf. Le corps de M. Mechouar est toujours chez les Algériens, qui ont précisé que M. Snabé avait été blessé et interpellé par les autorités algériennes. On a enterré un frère et on veut récupérer le cadavre d'Abdelali, notre cousin.
a déclaré un cousin de Bilal Kissi dans une vidéo diffusée par Al-Omk. Al-Omk, c'est ça? On veut l'enterrer dignement pour que sa mère puisse avoir le cœur apaisé, a ajouté le cousin dont le prénom n'a pas été communiqué. Pourquoi ils rendent pas le corps en fait? Ils l'ont toujours pas rendu jusqu'à présent, il me semble, hein. Selon lui, ces jeunes n'avaient ni de la drogue, ni n'ont volé quoi que ce soit. Ils étaient en règle, ils étaient seulement venus passer des vacances en famille à Cerdia. Ils travaillaient en France. Un des deux jeunes morts a laissé 2 enfants derrière lui et l'autre une fille. Fin juillet, le roi du Maroc, Mohamed VI, a réitéré son souhait d'un retour à la normale avec l'Algérie et la réouverture des frontières. S'il s'avère qu'en effet, il pensait que c'était des trafiquants qui étaient là pour ramener des trucs en Algérie, les vendre, je sais pas quoi, malgré ça, tu vérifies, tu tires pas sur des gens comme ça en fait. Tu les interpelles, tu les arrêtes, tu les mets en détention en Algérie si tu veux, et tu les gardes jusqu'à que tu fasses ton enquête, mais leur tirer dessus. En plus, ils étaient en panne d'essence, ça veut dire qu'ils étaient sur l'eau, ils étaient même pas mobiles. Ça veut dire qu'ils étaient juste là sur l'eau en fait, en train d'attendre que je sais pas, peut-être qu'on vienne les aider parce qu'ils étaient à court d'essence et tout, je sais pas. Ils représentaient pas de danger hein, à bord de jet ski en panne d'essence, hein. Prochaine affaire. Alors celle-là, j'ai découvert hier, et franchement, le choc, quoi. Le choc. Et je pense que vous savez de quoi je parle. 3 personnes, dont une adolescente de 14 ans, ont été tuées jeudi dans une double fusillade à Rotterdam, aux Pays-Bas, dans une maison, puis dans un centre médical voisin, a indiqué la police. Un suspect de 32 ans a été arrêté. En tenue de combat, pourquoi pas avoir l'accoutrement, hein, en tenue de combat, l'homme a ouvert le feu dans une maison tuant une adolescente de 14 ans et sa mère, puis a fait irruption dans un centre médical voisin où il a abattu un enseignant. Le suspect a été arrêté après les fusillades. Des images tournées sur place ont montré des personnes sortant de l'hôpital, y compris des médecins, tandis que les policiers en gilet pare-balles y pénétraient. La police avait déclaré plus tôt que le suspect portait des vêtements de combat, qu'il était grand, avec des cheveux noirs et qu'il portait un sac à dos. Il y a d'abord eu une fusillade au 4e étage, 4 ou 5 coups de feu ont été tirés, puis un cocktail Molotov a été lancé dans le centre éducatif, a déclaré un étudiant en médecine cité par la chaîne de télévision RTL. Il y a eu beaucoup de panique et de cris, je n'ai entendu aucun coup de feu, juste la panique, a déclaré un autre témoin cité par la chaîne publique NOS. Rotterdam est souvent le théâtre de fusillades généralement attribué à des règlements de compte entre gangs de drogue rivaux, hein, donc même aux Pays-Bas, ils ont des problèmes de crimes liés à la drogue. Les autorités devraient prochainement tenir une conférence de presse pour donner plus de détails. En 2019, 3 personnes ont été abattues dans un tramway à Utrecht, déclenchant une vaste chasse à l'homme. En 2011, le pays a été sous le choc lorsque Tristan van der Vlis, 24 ans, a tué 6 personnes et en a blessé 10 autres dans un centre commercial bondé. J'étais pas au courant de cette fusillade déjà. Le mec, en fait, visiblement, de ce que j'ai compris, il a été assez rapidement interpellé. Donc c'est pour ça que c'est pas allé plus loin que ça, mais c'est vraiment flippant en fait. C'est vraiment flippant. Surtout les Pays-Bas, en fait, ils ont du cannabis. Pourquoi ils sont pas chill, les mecs là-bas? Déjà, quand tu viens avec tout l'accoutrement, on se rappelle hein, de la vidéo. J'ai fait une vidéo sur l'affaire. La fusillade dans une école à Nashville, dans le Tennessee. Donc c'était une femme trans, donc qui était devenue homme mais qui n'était pas complètement transitionnée. Salvador Ramos aussi à Uvalde, dans une école primaire dans la ville de Uvalde, dans le Texas. À chaque fois, ils ont des accoutrements, en fait, à chaque fois, ils ont le truc, quoi. Adam Lanza, bien sûr, dans le Connecticut. Ce qui m'avait marqué, profondément marqué, par rapport à la tuerie Sandy Hook, Adam Lanza, c'est le fait qu'il y a un policier qui dit Adam Lanza, il avait un tableur, en fait une feuille Excel, qui était accrochée dans sa chambre, et c'était un classement des tueurs de masse, des plus grands tueurs de masse voilà, de l'histoire. Et en numéro 1, il y avait Virginia Tech, je crois, Virginia Tech, donc c'était une fusillade dans une école aux États-Unis, donc une grande école, et enfin une école assez connue, et Virginia Tech, il avait fait je sais plus combien de victimes, et puis voilà, après les autres voilà, se suivaient, quoi. Et Adam Lanza, lui, dont son objectif, c'était d'être dans ce classement, mais de se placer en première position, quoi. Ce qu'un policier a dit en fait après, c'est que Adam Lanza, c'est pas pour rien qu'il avait choisi une école maternelle primaire, c'est parce que
son classement, en fait, ça faisait un peu penser au leaderboard, tu sais, dans les jeux vidéo, où tu as, tu sais, les classements des meilleurs joueurs dans un jeu vidéo. Adam Lanza était un addict de jeux vidéo, tout type de jeux vidéo, pas que les types shooting et tout ça, mais enfin, il jouait beaucoup à plein de jeux vidéo différents, mais dans cette logique-là d'être dans un classement, en fait, de faire partie d'un classement, il y avait ce truc-là, de je fais un tableau Excel des grands tueurs de masse qu'il admirait, hein, parce qu'il les admirait, et lui, il voulait se placer dans ce classement. Évidemment, le but, c'est de se placer le plus haut possible, tout comme tu le fais, pour un jeu vidéo. Enfin, il a presque réussi, parce qu'il a fait, presque, je crois qu'il a fait presque autant de victimes que Virginia Tech. En tout cas, Adam Lanza, il a réussi à se placer dans le classement, et le policier, ce qu'il a dit, et qui m'a vraiment brisé le cœur, c'est le fait que la raison pour laquelle Adam Lanza a choisi une école où il y avait des enfants en si bas âge, donc des primaires et maternelle et primaire, c'est parce que c'était un peu comme jouer à un jeu vidéo en mode facile. Les cibles, elles sont faciles à atteindre. C'est quand même grave, en fait, de se dire qu'un gamin de 20 ans, il est arrivé dans une école en mode je joue en mode facile, en fait. La destruction, ça prend pas de temps, hein. Pour reconstruire derrière, c'est pas la même histoire. Il était lourd ce live, hein. Il était fort en émotion, hein, et en cassage de mâchoire. On va finir sur une note positive. Un couple originaire de Nouvelle-Zélande, j'aime bien la Nouvelle-Zélande, enfin, c'est le pays de Frodon Sake, donc forcément j'aime la Nouvelle-Zélande. Un couple originaire de Nouvelle-Zélande vient d'obtenir le remboursement total de leur vol Singapour-Paris à hauteur de 1410 $, soit environ 1340 €. Le 8 septembre dernier, les époux Jill et Warren Press avaient dû passer le vol de 13 heures auprès d'un chien péteur, ronfleur et baveur. D'après leur déclaration, les Warren, qui avaient payé un supplément pour profiter de la classe premium économie de la compagnie Singapore Airlines, ont été placés juste à côté du chien en question. Assis près de son maître, l'animal a commencé à avoir des gaz à répétition juste après le dîner. Une situation inacceptable pour le couple qui, faute de meilleures solutions, a été replacé en classe économique. Ah, j'aurais eu le seum. Dans une section normalement réservée au personnel de bord, en plus. C'est du foutage de gueule. Déjà, moi, il y a un truc que j'ai pas compris. 1340 €. C'était le prix par personne, j'imagine. Parce que ça peut pas être le prix pour deux personnes, c'est impossible. Singapour-Paris, un vol de 13 heures. Les prix des billets, c'est un truc de ouf. Là, en ce moment, je sais pas s'il y a des gens parmi vous là qui partent ou qui sont partis récemment ou qui ont pour projet de partir prochainement. Je suis choquée des prix des billets, je n'ai jamais vu des prix aussi chers de ma vie. 1300 € pour Singapour-Paris, un vol de 13 heures, je pense que c'était par personne. Surtout si c'était là au mois de septembre qui vient de passer là. Ça, c'est le couple. En fait, moi, ce qui m'a dégoûté pour eux, c'est le fait qu'ils aient pris un billet Eco Plus. Ça change quand même de l'éco, hein, l'économie. Tu payes quand même pour avoir enfin un siège plus grand, une bouffe un petit peu plus meilleure, voilà. Et au final, tu retournes en éco parce qu'il y a un chien qui lâche des caisses à côté de toi et qui te bave dessus pendant tout le trajet. J'adore les animaux. J'ai moi-même voyagé avec Devdas, il était trop mignon. Il était un peu, voilà, apeuré et tout, mais voilà, dans son petit sac, il était trop mignon. En tant qu'ex-hôtesse de l'air, j'ai vu des chiens, j'ai vu des chats, j'ai vu d'autres animaux exotiques. En général, ils sont toujours bienvenus par les gens. Si les gens, ils aiment pas trop les chiens ou machin, tu peux toujours les déplacer. Là, quand c'est un vol qui dure aussi longtemps, et où il n'y a plus de place, et du coup, ils ont été obligés d'être assis sur les sièges des personnels navigants. Et les sièges des personnels navigants, c'est pas des vrais sièges, hein. C'est debout de... C'est nul en fait. Nous, on s'y assoit que le décollage et l'atterrissage. Donc faire subir ça à des passagers pendant un vol de 13 heures, je trouve que la compensation, qui est simplement un remboursement de leur billet d'avion, c'est pas assez. Et puis ça aurait fait de la super publicité à la compagnie aérienne en fait, c'est ça que je me dis, c'est dommage. S'ils avaient fait une meilleure offre, genre on vous offre, on vous rembourse, prochain vol gratuit sur nos lignes en business, tu vois, ou en première même, ça leur coûte rien, quoi, ça leur coûte quasiment rien. Arrivés à destination, les Warren ont décidé d'envoyer une réclamation à Singapore Airlines, qui leur a d'abord offert des bons d'achat de 70 €, puis des billets d'avion de 110 €, c'est tout. C'est après la troisième
Ils n'ont pas lâché l'affaire. C'est après la troisième réclamation que le couple s'est vu offrir un remboursement de presque 700 € chacun. Ah oui, donc c'était le prix des 2 billets, mais c'est vraiment pas cher, compensant la différence de confort par rapport au placement prévu. C'est la moindre des choses, a déclaré Gilles Warren, donc l'un des passagers. S'ils avaient vraiment voulu être gentils, ils nous auraient donné bien plus. Les voyageurs ont d'ores et déjà annoncé que l'argent serait reversé à l'association Blind Low Vision NZ, donc en Nouvelle-Zélande, qui fournit des chiens aux personnes non-voyantes. Oh, c'est trop cool! Je pense qu'il faut se battre pour ce qu'on croit juste, a déclaré Jill Warren. Désormais, je ne me laisserai pas faire si quelque chose ne me semble pas normal. C'est trop cool de faire ça. Là où c'est le personnel de bord qui est censé être, c'est pour des raisons de sécurité, en fait, tu peux pas mettre une personne avec un chien. Donc je suis quasiment sûre que c'est ça. Bon, faut qu'on vote. Faut qu'on vote. Je vais où ma prochaine destination? Je sais pas où aller, je sais pas où emmener Justin. Pour les personnes qui me connaissent pas, Justin est mon amoureux. Depuis qu'il m'a rencontré, il a fait l'Europe, la France, l'Angleterre, on est allé en Angleterre, la Belgique et les Pays-Bas. Et là, ce qu'on voudrait faire, c'est un pays que lui n'a pas fait, Firenze. J'adore cette ville, et pareil, pour la même référence, Assassin's Creed. Quand je suis allée, j'avais l'impression d'être dans le jeu. Les pizzas qui sont trop délicieuses. On a fait le Danemark parce qu'on a fait notre mariage civil au Danemark. Froid ou chaud? Alors on préfère froid. Bon, lui il est du Minnesota, hein, il dort la fenêtre ouverte. Bon là, l'Asie ce sera pas pour cette fois. Bon, ce sera pour une fois où on sera vraiment plus préparé. Et il faut vraiment que je prenne moi beaucoup d'avance sur mes vidéos YouTube. Justin il a des origines irlandaises et allemandes. Donc on s'est dit pourquoi pas. Après j'avoue que j'aimerais bien faire moi un pays que j'avais pas encore fait. Et j'ai fait pas mal de pays évidemment, avec hôtesse de l'air, j'en ai fait beaucoup, et partout. C'est un peu tricky de trouver une destination que moi j'ai jamais faite. Le pays de Björk, l'Islande. L'Islande c'est cher mais ouais pourquoi pas. Je rêve de voir les aurores boréales, mais je sais pas si c'est la bonne période. Londres on a fait. Ah, Londres c'est la deuxième ville de mon cœur, j'y ai habité, j'adore Londres, donc c'est là qu'il m'a demandé en mariage d'ailleurs. C'était à Londres, dans les studios Harry Potter. Voilà, je rigole pas. J'ai des vidéos si vous voulez. J'ai envie de pleurer. C'est vraiment hyper symbolique parce que, en fait, les studios Harry Potter, pour moi, je suis obligée de raconter. Je vous raconte cette histoire ou pas? Le mec parfait, ah, c'est trop mignon, je vais lui dire. Je vais lui dire que t'as dit ça. Je peux vous raconter l'histoire de la demande en mariage, je l'ai jamais racontée publiquement. J'aimerais bien la raconter. Ok, je vous raconte. Et le pire, c'est que c'était aussi la première fois qu'on se voyait. Hein. Et la demande, elle a été faite peu de temps après. Mais en fait, quand tu sais, tu sais. C'est cliché et tout, mais et à chaque fois que les gens, je les entendais dire ça, j'ai envie de les claquer. Mais quand t'es avec la bonne... Enfin, quand t'es avec la personne qui est ton destin, bah, tu le sais. Donc on s'est rencontrés sur Internet, en jouant aux jeux vidéo, pour les personnes qui ne savaient pas, à la PlayStation. Et déjà, la PlayStation, pour moi, c'était toute une histoire. Je suis une gameuse depuis toujours, mes parents étaient gamers avec nous, enfin, c'était... Pour moi, la console, il y avait déjà cet amour pour la console, donc je rencontre l'amour par la console, pour moi, c'était déjà magnifique. On s'est vus par FaceTime, on a parlé beaucoup, tous les jours, on s'appelait, on s'écrivait, machin, et il fait son passeport, parce qu'il avait même pas de passeport, le mec, donc il vient avec une bague. Alors je savais qu'il avait une bague, mais il n'avait pas montré, parce qu'il a voulu faire les choses bien avant de faire sa demande, il a voulu voir mes parents. Donc il a vu d'abord ma mère, il a vu mon père après. Et donc on va en Angleterre et on fait les studios Harry Potter. Alors moi, Harry Potter, c'est aussi une grande histoire d'amour dans ma vie. Quand j'ai vu le tout premier film avec, entre autres, mon petit frère qui est comme mon fils, quoi, pour moi donner l'amour de la lecture à mon frère, moi un amour que j'avais déjà moi, mais pour donner l'amour de la lecture à mon frère, je lui ai un jour donné Harry Potter à lire, et c'était un petit peu c'était un peu une punition hein, pour moi cette lecture, parce que, enfin pour lui, parce qu'il avait pas bien travaillé son premier trimestre, et c'était les vacances d'octobre justement, on arrivait aux vacances d'octobre de la Toussaint, il a pas bien travaillé, il a pas eu des bonnes notes, donc je lui ai dit écoute, punition, tu vas lire le premier volet d'Harry Potter. Il me dit mais non mais je connais déjà, j'ai pas envie, machin. J'appelle le daron à la rescousse, et mon père dit mais c'est quoi ces trucs de srout, de sorcellerie et tout? Je dis papa c'est un livre pour enfants, vas-y soutiens-moi sur le truc. Il me dit ok. Il fallait qu'il le lise et qu'il me fasse une petite fiche de lecture. Il commence à lire l'après-midi Schneff avec les nerfs et il a pas envie. Le lendemain matin, je me lève très tôt, il est peut-être 7 h, il est assis sur le canapé en train de lire. Je sais pas depuis combien de temps il est là, mais il est réveillé, ce qui est pas normal pour lui, il avait peut-être, je crois il avait 11 ans, un truc comme ça. Il est réveillé, et il est en train de le lire. Donc moi, j'ai souri parce que et pour battre le fer tant qu'il était encore chaud, ce que je faisais, c'est que j'achetais le prochain, je le lisais, je lui donnais à lire. Et pour moi, ça me permettait de maintenir ce début d'amour qu'il avait pour la lecture. Et c'est pour ça que pour moi, Harry Potter, c'est plus que juste une histoire qui est super intéressante et qui est bien écrite et qui est machin. Pour moi, c'est une histoire avec mon frère.
avec Justin, quand on prévoit d'aller en Angleterre, moi avec mon frère, j'ai pas encore fait les studios à Londres et c'est quelque chose qu'on s'était juré de faire ensemble et tout. L'occasion s'est pas présentée et donc avec Justin on y va. Quelque part je me doute qu'il va me faire sa demande quand on sera dans les studios parce qu'il connaît l'importance que ça a pour moi. Et c'est aussi quelqu'un qui adore Harry Potter. Pas autant que moi c'est sûr, mais il aime beaucoup. On commence les studios et en fait on arrive, pour les personnes qui ont pas fait, je vais pas spoil, mais en fait quand tu commences le truc, là, le tour et tout, quand tu commences la visite, t'arrives, en fait, t'es dans des petits couloirs comme ça, et il y a les panneaux, enfin, il y a des panneaux, des posters, des films. Et moi, je suis là, et en fait, les larmes me montent, et je commence à pleurer parce que c'est avec mon frère que je dois être à cet endroit, quoi. Et c'est avec mon frère que je voulais le faire, en tout premier. Et je commence à pleurer. Et je regarde Justine et je lui dis, si t'étais pas l'homme de ma vie, je l'aurais pas fait avec toi. Donc bon, c'était beau comme moment, mais c'était aussi dur. Dans le moment, en fait, je suis avec l'homme de ma vie, et je le sais, mais j'aurais aussi voulu que ce soit mon frère. Et c'était pas mon frère. Donc on passe les couloirs, et puis là je suis en totale kiffance, je fais des photos de tous les trucs, ils te donnent un genre de petit passeport à tamponner, tu dois trouver les tampons, machin, donc on fait le truc, mais vraiment à fond quoi, on est dans le château, dans le truc, enfin on est à fond dans tout le truc. Et à un moment, tu sais, t'as un petit bout de train qui est reconstitué, le Poudlard Express, et puis t'as des genres de mini-cabines de train qui sont reconstituées où tu peux faire des vidéos et en fait, ils te filment. Et t'as des écrans, enfin c'est des écrans en fait sur les fenêtres qui te font genre ah t'es en train de partir de la gare, ah t'es dans les plaines et tout machin, tu traverses les plaines de l'Angleterre et tout, donc ils te font circuler différents films en fait sur les fenêtres. Et je suis en train de regarder les fenêtres et puis à un moment il y a les démentors et tout, ah machin. Et on regarde par la fenêtre, et puis à un moment, je me tourne, et Justin, il sort ça, une super belle boîte avec la bague à l'intérieur. Et donc, je me mets à pleurer, voilà. On se fait un bisou sur la bouche, bien sûr, il me met la bague à la main, et on se fait un bisou. Et j'avais du rouge à lèvres rouge ce jour-là, parce que je suis une teubée, j'ai pas percute. Et donc, Justin, il a du rouge à lèvres, en fait, partout sur lui. Et je fais une selfie après, une selfie post-demande, et je suis les yeux tout rouges et tout. J'envoie la photo à ma mère. Il était à peu près midi, je crois. Il était à peu près midi. Et en fait, tu étais dans le train pour t'emmener dans ta plus belle vie. C'est exactement ça, à la En fait, c'est ce qu'il m'a dit Justin après. Il m'a dit quand j'ai vu le train, je savais pas au début à quel moment j'allais le faire, et quand j'ai vu le train, j'ai compris que c'était là qu'il fallait que je le fasse. Parce que pour moi, il y avait la symbolique de on va commencer un nouveau voyage ensemble. Mais j'ai trouvé ça tellement beau en fait. Et il a vraiment, pour moi, choisi le bon moment pour le faire, parce qu'il y a cette symbolique aussi du train. J'envoie la photo à ma mère, et ma mère, elle me dit tu portais assez de rouge à lèvres pour deux. Donc voilà la réaction de ma daronne. Bon, c'est la daronne, hein. C'est pas, elle m'appelle à minuit anglaise, donc ça veut dire 1h du matin, heure française. Elle me dit mais attends, Maggie, parce que ma mère elle m'appelle Maggie, elle me dit mais Maggie, attends, j'ai pas compris là. En fait, il t'a fait sa demande. Je lui dis bah oui maman, mais tu croyais que je t'avais envoyé quoi? Elle me dit mais j'ai cru que c'était juste le rouge à lèvres, là, Zarma, c'était drôle, tu croyais que t'étais drôle. J'ai éclaté de rire. Je lui dis maman, j'ai jamais fait ça de ma vie, genre je vais t'envoyer une photo je viens de galocher un mec sur la bouche. Genre je vais t'envoyer ça. Elle fait trop délirer ma mère. Oh là là, mais félicitations ma brouk, you you you. Mes copines, elles ont tout de suite capté, et que ma mère, elle a pas compris. Elle m'a appelé quand même 13 heures plus tard, hein. Donc d'ailleurs c'est cette bague, j'avais ma main comme ça en fait, j'étais comme ça, en train de pleurer, et puis Justin à côté de moi. Je dis maman, t'as pas vu qu'il y avait ma main devant ma gueule? Elle me dit non mais je crois que c'était Zarma dépose. Ah, elle m'a vraiment dit ça. Mais je crois que je faisais ah. J'en peux plus de ma daronne. Oh putain. Vive les mamans. Mais merci de m'avoir écouté, parce que franchement cette histoire je l'avais jamais racontée publiquement. Je suis contente de l'avoir racontée parce que c'est une belle histoire, vous avez eu des belles réactions. Donc merci. Franchement c'était un super live. Il m'a fallu du temps pour émerger un petit peu, mais... Et pourtant, je suis une meuf du matin, je me suis levée tôt ce matin, mais ouais, je sais pas. Il y a des jours comme ça. Merci de votre présence. On t'a connu célibataire, donc très heureuse de partager ton bonheur, merci. Vous vous rappelez la galère? Oh, on va pas commencer le chapitre là, parce que... Ah, c'était dur. Ça, je l'ai partagé. C'était dur. Bon dimanche à tous.